Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 12 avril 2022, au sommaire ce soir. Direction le Semnos pour débuter cette édition. Ce lundi, le Grand Annecy et le département de Haute-Savoie ont présenté les grandes lignes d'un plan de développement basé sur la diversification des activités dans les stations de ski. Entre avenir de ces territoires et préservation des espaces naturels, le défi est immense. Et puis nous irons à Duin pour découvrir l'opération Un berger dans mon école. Mise en place par la Société d'économie alpestre, ce programme vise à sensibiliser le jeune public au pastoralisme. Lucas Ruche s'est rendu à l'école primaire communale. La diversification des activités des stations de ski. Cette problématique est régulièrement mise en avant par les acteurs de la montagne ou encore les élus. L'enjeu est de bien garantir à ces territoires un avenir pérenne tout en respectant au maximum les espaces naturels. Dans cet esprit, le Grand Annecy et le département de la Haute-Savoie réfléchissent ensemble au développement du Semnos. Un partenariat a été établi entre les deux institutions, comme nous l'explique Victoria Lopez dans ce reportage. À quelques minutes du lac d'Annecy, elle est la station de proximité pour les habitants du bassin annécien. Le Semnos est parfois même victime de son succès. L'agglomération annécienne et le département de la Haute-Savoie ont allié leurs forces pour financer des travaux nécessaires d'après les deux institutions. Le conseil départemental a compris effectivement qu'il y avait une capacité à pouvoir nous soutenir dans des actions qui étaient nécessaires pour le développement et leur politique publique aussi en matière de développement du ski nordique. Et donc c'est la première page et le premier facteur de notre feuille de route que nous allons mettre en application. Donc développement du ski nordique. Il faut savoir que cet hiver, 44% de progression de fréquentation de notre espace nordique qui avait besoin de rénovation. Et donc c'est en cela qu'on va rénover, par exemple le stade de biathlon. C'était un projet du Grand Annecy qui aujourd'hui est pris en charge à hauteur de 80% par le département. Le département apportera également des fonds pour deux autres axes de développement de la station. D'une part, pour son alimentation en eau potable. Nous avions prévu d'investir notamment pour les agriculteurs qui ont besoin d'eau potable, pour les restaurateurs qui ont besoin d'eau potable, d'arrêter de monter des camions citernes d'eau potable, des camions diesel, mais de les stopper et effectivement de faire monter l'eau par l'Échaud, par la mairie de l'Échaud. Et la maire de l'Échaud, Catherine Bouvier, effectivement, a accepté que ça se fasse par sa commune. Je vous rappelle par exemple que dans le cadre des Rochers Blancs, qui est un restaurateur familial, on convoie entre 100 et 150 camions par an pour pouvoir convoyer de l'eau potable. Donc on voit que le bilan carbone aujourd'hui n'est pas toujours très bon à cause de ça. Et donc l'eau potable est un élément fort qui fait que si on veut maintenir les alpagistes, si on veut maintenir l'économie du Semnos, et principalement avec les restaurateurs, eh bien l'eau, normalement, doit être sur le Semnos. Autre installation prévue dans ce plan pour le Semnos, la luge 4 saisons. Une luge d'été existe déjà, mais elle ne fonctionne pas en cas de pluie ou de brouillard. Alors, pour garantir une activité par tous les temps, une luge sur rail devrait être installée en miroir et pourrait fonctionner toute l'année. À travers ce plan d'aménagement, l'agglo et le département veulent aussi réfléchir à la gestion des flux. C'est beau, on s'y plaît, on y vient très rapidement, on y repart très rapidement. Maintenant, les zones de stationnement ne sont pas non plus extensibles. Le Grand Annecy réfléchit à des solutions de mobilité qui vont être mises en œuvre très prochainement pour faciliter l'accès des publics environnants qui viennent fréquenter ce site. Donc là encore, il y a un regard qui est porté sur l'amélioration de l'offre touristique tout en préservant l'environnement. Les aménagements prévus sur ce site coûteront plus de 6 millions d'euros. Le département financera près de la moitié du projet. Un mot de fiscalité à présent. Suspendu depuis vendredi, le service de déclaration en ligne des revenus de 2021 a été rétabli ce lundi 11 avril. Vous pouvez donc désormais vous rendre sur le site www.info.gouv.fr pour effectuer cette télédéclaration. Si vous avez choisi la version papier, la date limite a été fixée au 25 avril. Pour celles et ceux qui privilégient la déclaration en ligne, deux options s'offrent à vous. La déclaration automatique en cas d'éligibilité ou la déclaration à remplir soi-même avant le 8 juin prochain. La Direction générale des finances publiques de Haute-Savoie a présenté la semaine dernière les nouveautés de cette année 2022. On écoute quelques réactions recueillies sur place, Marine Schneider. Dans le cadre des mesures prises en faveur du pouvoir d'achat et compte tenu de la hausse du coût des carburants, le barème kilométrique a été revu cette année. Il est revalorisé à hauteur de 10% par rapport aux années précédentes.
Donc on incite les usagers qui font beaucoup de routes, notamment ceux qui ont des frais kilométriques qui sont importants, à aller vérifier si la déduction de leurs frais kilométriques aux frais réels est plus avantageuse que la déduction forfaitaire au barème de 10%. Et ça constitue pour pas mal d'usagers qui font beaucoup de routes une déduction fiscale qui peut être plus importante que la déduction de base. Donc en termes de nouveautés, nous avons surtout beaucoup quelques éléments de nouveaux crédits fiscaux et autres qui sont pris en compte à compter de cette année. L'une des nouveautés va concerner les crédits d'impôt service à la personne qui, à partir de 2022, vont pouvoir commencer à être déduits de façon contemporaine pour les gens qui bénéficient du chèque emploi service à la personne. L'opération Un berger dans mon école, organisée par la Société d'économie alpestre, a pour objectif de sensibiliser les enfants à l'agriculture de montagne et au pastoralisme. Cette année, 620 écoliers haut-savoyards ont pu participer à ce programme riche en échanges. Exemple concret à l'école primaire de Diouin avec ce reportage de Lucas Ruche. Chez nous, il y a 3 races de vaches. L'oreille attentive, ces élèves de primaire écoutent tous religieusement leur étonnante professeure du jour. Cette bergère des Aravis est venue leur présenter sa profession. Une activité qui suscite chez les jeunes de nombreuses interrogations. Comment s'appelle la femelle du mouton? Je sais pas, à ton avis, comment elle s'appelle? Une brebis. Très intéressés, les écoliers ont donc tenu à comprendre tous les rouages du métier de berger. En fait, on a découvert des trucs, par exemple comment on fait le fromage. Par contre, je savais pas trop comment on appelait du coup le mouton femelle. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y a plusieurs races de moutons et de vaches. J'avais jamais vu un berger. Moi, je pensais que c'était des gens qui étaient en tenue marron avec une canne. Puis en fait, non, c'est pas ça. C'est juste des gens qui donnent le foin aux vaches et qui ils ont des chiens et des chèvres et d'autres animaux. Présente sur toute la Haute-Savoie, cette opération vise à créer un lien direct entre le producteur et les consommateurs. C'est bien de les sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est toujours. Puis quand on voit leur intérêt aussi, ça prouve que ouais, faut y aller. Parce qu'il y en a quand même, on est quand même pas mal d'agriculteurs dans la région, donc et puis de savoir comment se font les choses et d'où elles viennent et comment ça se passe. C'est bien de leur faire voir, voilà, qu'ils arrivent à comprendre. D'où vient la nourriture et comment ça se passe. Pour le plus grand bonheur des enfants, l'échange s'est évidemment ponctué par une dégustation. L'éleveuse a ramené pour l'occasion une tome de Savoie directement produite à la ferme. Bon, le fromage, j'ai trouvé qu'il était vraiment super bon. C'était super bon. L'échange ne s'arrête pas là. La classe se rendra d'ici quelques semaines en montagne pour voir de leurs propres yeux les bergers sur leur lieu de travail. Un mot de sport en football, le FC Annecy se déplaçait au Mans ce vendredi pour la 29e journée de nationale. Après avoir concédé l'ouverture du score par Gnandouillet juste avant la pause, les Hauts-Savoyards ont parfaitement réagi grâce à un doublé de Romain Spano, auteur de ses 9e et 10e buts de la saison, inscrit en l'espace de seulement 5 minutes. À l'heure de jeu, malheureusement, le FC va craquer à la 75e minute avec l'égalisation mancelle signée Donisa. Score final, 2 buts partout, un bon point néanmoins pour les hommes de Laurent Guyot, toujours 2e du classement à 5 journées de la fin. Prochain match pour Annecy ce vendredi au Parc des Sports d'Annecy contre le premier relégable Créteil. Et puis en ski alpinisme, Flaine accueillait les finales de la Coupe du Monde ce week-end. Des finales que vous avez pu suivre en direct sur 8 Mont-Blanc d'ailleurs. Et à domicile, les Françaises ont brillé sur l'épreuve de sprint. Emilia Arop s'est adjugée le petit globe de la discipline. Un titre qui vient s'ajouter au gros globe de la Coupe du Monde pour la skieuse de Méribel. Axel Gachet-Mollaret terminait le 2e. Chez les hommes, en revanche, petite déception pour Thibaut Anselmé. Le Morinais était encore en lice pour remporter le gros globe à l'aube de la dernière course de la saison. Malheureusement, en terminant seulement 5e, le skieur savoyard doit se contenter de la deuxième place du général derrière l'Italien Michele Boschecchi. Je vous propose d'écouter la première réaction d'Emilia Arop. Ça s'est super bien passé. Comme je dis, c'est vrai que j'étais assez stressée encore aujourd'hui, même si le général s'était fait. Et puis il fallait pas non plus que j'ai un résultat de dingue pour prendre le ranking du sprint. Mais j'avais vraiment à cœur de bien finir cette saison sur la meilleure note possible. Avec ma famille qui était là pour m'encourager. C'était une première et
Et donc voilà, c'est vrai que c'est très émotionnel pour moi aujourd'hui. C'est vrai que l'année dernière, ici, j'étais passée à 2 doigts pas de la victoire, mais vraiment d'une belle place. Et en finale, j'avais fait une faute. Donc ça me tenait vraiment à cœur de prendre ma revanche ici et devant un public français et l'armée aussi. Allez, un peu de musique pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison vidéo avec Benjamin Tanguy, le directeur artistique du festival Jazz à Vienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Jazz à Val Thorens est de retour après 2 ans d'absence pour cette 3e édition. Est-ce qu'on peut dire que Jazz à Val Thorens est en quelque sorte le petit frère de Jazz à Vienne? En tout cas, c'est une belle histoire, c'est une rencontre, une nouvelle fois, une belle relation d'amitié avec l'équipe de Val Thorens, avec l'envie de monter la culture en station. On a eu envie, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, de monter une édition. On avait fait des premières collaborations, des petits concerts à droite à gauche dans le cadre de leur saison culturelle. Et on a sauté le pas, on a monté un festival. Et au fur et à mesure, on a fait progresser, améliorer, on s'est remis en question sur le concept. Et là, c'est vrai qu'on est très heureux après 2 années où malheureusement, nous n'avons pas pu organiser cette manifestation, d'enfin pouvoir retrouver Jazz à Val Thorens. J'imagine, vous l'avez dit, mais j'imagine qu'il y a énormément de satisfaction, de fierté de pouvoir retrouver ce festival en station, en présentiel. Ah, ça fait un bien fou, rien que de travailler, de s'imaginer, là, dans quelques jours, voir arriver les artistes qui vont s'installer dans les différents lieux, parce que c'est aussi ça la magie de cet événement, c'est qu'on n'est pas centré sur un seul lieu, on se balade dans les différents lieux de la station et on crée des ambiances différentes, du matin au midi, à l'après-midi, au soir, et c'est vrai qu'on essaie de retrouver un peu l'esprit de Jazz à Vienne en station avec des artistes à la fois de la région et puis aussi des formations plus festives en fin de journée. Et c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir à nouveau proposer cet événement. Quelques nouveautés sont à prévoir pour cette édition 2022 ? On va faire des choses assez marrantes, c'est-à-dire qu'on va accueillir les skieurs de bon matin avec du coup un saxophoniste qui va accompagner les skieurs dans leur remontée mécanique. En fait, on avait envie un peu de surprendre parce que c'est aussi ça qu'on aime bien faire à Jazz à Vienne et donc on avait envie d'amener un peu cet esprit-là aussi en station. On aime bien surprendre nos festivaliers. Du coup, là, on aime bien surprendre les skieurs. On va retrouver aussi du spectacle pour les familles, pour les enfants, des offres en fin d'après-midi et puis évidemment les afters pour animer les skieurs jusqu'au bout de la nuit. Un mot sur la programmation que vous avez choisie pour cette édition 2022 ? Là, on a réfléchi vraiment avec l'équipe de Val Thorens, avec l'envie de présenter des artistes de la région, mais aussi des artistes un peu coup de cœur. Il y aura notamment le lauréat du tremplin national du réseau de Jazz à Vienne, mais il y a aussi, par exemple, un artiste qui s'appelle David Walters, qui fait beaucoup parler de lui actuellement, dans une forme assez hybride entre musique chaloupée caribéenne et musique électronique. Il y aura du jazz très moderne, la nouvelle génération, des artistes de la région, et puis voilà, quelques DJ aussi qu'on a été chercher. Je pense au Voilà Sound System, qui est un collectif de DJ lyonnais. Je pense aussi à deux DJ qui sont très connus dans la scène jazz-funk, qui sont entre Paris et la Bretagne. Donc on a été chercher un petit peu ce qui se fait de mieux au niveau régional et au niveau national. Benjamin Tanguy, la musique et le jazz en particulier à Val Thorens, c'est une affaire qui dure depuis un moment déjà. Ça date pas d'hier. Ouais, c'est une affaire. Je ne sais pas si c'est l'affaire qui roule, mais en tout cas, c'est une belle histoire. C'est du coup les fondateurs de cette station, notamment la femme du fondateur de cette station, qui, passionnée de cette musique-là, est venue rencontrer les organisateurs de Jazz à Vienne avec l'envie de collaboration et de raconter une histoire ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec ce festival Jazz à Val Thorens qui fête du coup sa 3e édition, avec l'envie de faire plus de choses encore, puisque cette année, il y aura une étape à Moutier, qui sera un peu un before de Jazz à Val Thorens, donc dans la plaine, avec un concert de Super Gombo qu'on organise avec du coup, les différentes communes, avec le comité d'agglomération, pour du coup intégrer encore plus cet événement-là sur la région. Merci beaucoup, Benjamin Tanguy. On vous souhaite un bon festival. Je rappelle les dates de cette édition 2022, le 13 avril pour le Before et ensuite du 16 au 18.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Vous avez ensuite rendez-vous avec Panorama. L'émission est inédite cette semaine. Elle est consacrée au thermalisme en Pays de Savoie. Et pour ce deuxième épisode, Marine Schneider a pu échanger avec Nicole Vidal des thermes Val-Vital Chevalet d'Aix-les-Bains. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve mercredi pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie-Mont Blanc.